Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous corriger une activité intitulée Modélisation graphique pour optimiser un réseau du chapitre 7, Optimisation du transport de l'électricité. Donc, cette activité documentaire vise à résoudre mathématiquement un problème d'optimisation d'un réseau sous 3 contraintes, qui sont les contraintes sur les intensités sortantes des sources, comme ici on le voit dans le schéma, l'éolienne et la centrale hydraulique. La deuxième contrainte sur les intensités au nœud intermédiaire, si on regarde aussi le diagramme, c'est le répartiteur qui est au milieu, qui représente dans le schéma du document 2 le nœud intermédiaire, ainsi que la troisième contrainte sur les intensités arrivant aux cibles, comme on le voit dans le schéma du document 1, donc des maisons ou des usines. Donc pour cela, il sera d'abord nécessaire de modéliser un réseau de distribution simple par un graphe orienté, comme on le voit dans le document numéro 2. Et puis, il faudra formuler et résoudre ce problème de minimisation à partir d'une fonction objectif. Dans ce cas ici, il faudra bien sûr écrire la fonction objectif qui nous donne la puissance totale dissipée par effet Joule. Je commence maintenant par le document numéro 1, modélisation d'un réseau de distribution électrique simple. Donc, afin d'optimiser le fonctionnement d'un réseau électrique, bien sûr, on doit utiliser ce type de schéma simplifié, comme on le voit ici. Donc, on a une double entrée, c'est-à-dire deux sources différentes d'électricité qui sont l'éolienne et la centrale hydroélectrique, qui sont bien sûr reliés par des câbles. Ces câbles vont parvenir jusqu'au répartiteur qui va essayer de répartir donc des courants différents selon l'usage bien sûr vers des maisons ou des usines. Donc ici, comme je l'ai dit, dans la partie donc alimentation, donc on a deux sources d'énergie qui vont distribuer chacune une puissance maximale de 1,5 MW pour la centrale éolienne et 8 MW pour la centrale hydroélectrique. À la fin, c'est-à-dire à la sortie, on a bien sûr deux usagers différents. Donc bien sûr, il faut adapter les puissances selon les consommateurs. Donc ici, pour les maisons, on a une puissance utile reçue qui est égale à 6 kW. Et pour les usines, donc on a ici une puissance utile de 36 kW. Donc cette distribution, bien sûr, elle va passer ou elle va utiliser quatre types de câbles différents qui ont des résistances différentes. On voit bien ici les valeurs 14 ohms, 5 ohms, 0,5 ohms et 0,1 ohms, bien sûr selon le câble utilisé. Et ces câbles vont être parcourus par des courants différents. Donc on a comme entrée donc, vers le répartiteur deux intensités, I1 et I2, qui sont bien sûr des valeurs donc, ajustables, qui vont être modifiées au cours du temps. Et en sortie, on a deux intensités du courant I3 et I4 qui sont connues. Donc on a les valeurs 27 ampères et 147 ampères qui sont des valeurs connues et fixées, c'est-à-dire ces valeurs ne changent pas au cours du temps. Et juste au milieu, on a bien sûr un répartiteur qui va essayer d'ajuster la production du courant électrique ou bien sûr la distribution de ce courant pour qu'il soit bien sûr constant en tenant compte des pertes par effet Joule tout au long donc, de ces différents câbles. Donc on a ici les câbles 3 et 4. Sans oublier, donc, pour utiliser par la suite des formules de calcul de puissance, 1 kW est égal à 10 à la puissance 3 watts et 1 MW est égal à 10 à la puissance 6 watts. Je passe maintenant au document numéro 2, modélisation par un graphe orienté. Donc on va modéliser la figure de tout à l'heure du document 1 par ce qu'on appelle un graphe donc, orienté
qui permet de modéliser mathématiquement un réseau électrique simplifié. Donc ici, dans ce graphe donc orienté, on a deux sources qui vont distribuer de l'énergie électrique S1 et S2. On a vu dans le document que ce sont donc l'éolienne et la centrale hydroélectrique. Deux cibles destinatrices, C1 et C2, qui n'est autre que la maison ou l'usine, par exemple, qui va consommer donc, cette électricité. Et on a juste au milieu un nœud intermédiaire qui modélise un répartiteur qui représente ici dans cette figure un carrefour où il va recevoir donc des lignes et d'autres lignes bien sûr vont sortir à partir de ce répartiteur. Donc ici on doit relier que ce soit les sources ou les cibles par des segments qui passent forcément par ce nœud intermédiaire. Dans le document numéro 3, on nous donne ici les trois contraintes dans un réseau de distribution d'électricité. La première contrainte, c'est sur les intensités sortant des sources, donc qui proviennent des sources. Et ici, dans ce réseau de distribution, on a des pertes par effet Joule étant limitées à environ 6%, c'est-à-dire les pertes sont inférieures ou égales à 6%, c'est-à-dire cette valeur représente une valeur maximale. Donc on peut par la suite faire quelques calculs mathématiques. Si on prend l'arc donc numéro 1, c'est-à-dire le segment numéro 1 qui passe entre la source S1 et le nœud intermédiaire, donc comme on le voit ici, donc on peut dire que la puissance dissipée par effet Joule est inférieure ou égale à 6% de la puissance, bien sûr, maximale distribuée par la source numéro 1. Donc on peut dire que la valeur qui est à droite, c'est la valeur maximale. Donc en faisant un petit calcul, en remplaçant la puissance maximale distribuée par la source numéro 1, 1 million, donc 500 000 watts. Donc on aura une puissance dissipée par effet Joule de la source numéro 1 est inférieure à 90 000 watts. C'est-à-dire 90 000 watts représente la valeur maximale. De la même manière, si on continue le calcul, on peut dire que, puisqu'on a vu ça dans d'autres activités, que la puissance, bien sûr, est égale à la tension fois l'intensité. On peut, par la suite, à partir de la loi d'Ohm, réaliser donc cette formule qui n'est autre que la résistance fois l'intensité au carré. Donc si je remplace la résistance par sa valeur donnée dans le document 1, donc 14 ohms, on peut retrouver par la suite que l'intensité est inférieure ou égale à 80 ampères. Donc en faisant un petit calcul mathématique, puisque dans la formule précédente, I au carré, c'est la puissance sur la résistance, et I, ça sera la racine carrée de la puissance sur la résistance. Donc si on fait ce calcul avec les valeurs données dans l'exercice, on peut retrouver que cette valeur de I a une valeur maximale de 80 ampères. De la même manière, si on fait le calcul pour l'arc numéro 2 ou le segment numéro 2 entre la source numéro 2 et le nœud, de la même manière, donc, si on fait le calcul, donc, on va retrouver que l'intensité numéro 2 est inférieure ou égale à 310 ampères, c'est-à-dire que c'est la valeur maximale que peut atteindre cette intensité I2. La deuxième contrainte, c'est sur les intensités donc au nœud intermédiaire, c'est-à-dire entre les sources et les cibles. Donc cette intensité du courant se conserve. La somme des intensités entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités qui sortent. Donc pour cela, on peut établir cette formule. Donc c'est la loi des nœuds, c'est-à-dire I1 plus I2, ce sont les courants entrants, est égal à I3 plus I4, qui représente ici les intensités du courant sortant du nœud intermédiaire. Donc ça, c'est une loi à utiliser par la suite. La contrainte numéro 3 sur les intensités arrivant jusqu'aux cibles, c'est-à-dire les maisons ou les usines. Donc cette intensité du courant qui alimente chaque cible destinatrice est imposée par la puissance qui est utilisée. Donc les pertes par effet Joule sur cette partie du réseau, c'est-à-dire la deuxième partie du réseau à droite du nœud intermédiaire,
correspond à environ 6% de la puissance utilisée. Donc ici, on a exactement 6%. Donc si je calcule donc la puissance dissipée par effet Joule dans l'arc numéro 3 ou le segment qui lie le nœud et la cible numéro 1, donc je peux de la même manière calculer cette puissance dissipée par effet Joule qui n'est autre que 6% de la puissance utile qui arrive donc jusqu'à la cible numéro 1. Donc en faisant le calcul, on peut trouver que cette puissance est égale à 360 watts. Et de la même manière, on connaît que cette puissance est égale à la résistance fois l'intensité au carré. Si on remplace la valeur de la résistance par sa valeur donnée dans l'exercice, c'est 0,5 ohm, on peut trouver que I au carré est égal à la puissance sur la résistance. Donc I, ce n'est autre que la racine de la puissance dissipée par effet Joule sur la résistance. Et en remplaçant par les valeurs, on va retrouver une valeur d'intensité donc proche de 27 ampères. Donc ça, c'est une valeur qui a été déjà donnée dans donc l'énoncé de l'activité. Si on fait de la même manière le même type de calcul, on peut trouver que I4, c'est une valeur proche de 147 ampères qui est aussi donnée dans l'énoncé de cette activité. Je termine maintenant avec le document 4, minimisation des pertes par effet Joule à l'aide d'une fonction objectif. Donc ici, comme on l'a vu précédemment, pour optimiser l'acheminement de l'énergie électrique à travers un réseau électrique, on doit minimiser les pertes par effet Joule, c'est-à-dire augmenter la tension et diminuer l'intensité. Donc pour cela, on a une fonction objectif à respecter, on va le voir dans les questions, qui n'est autre que ici la puissance dissipée par effet Joule totale, qui doit être égale à la somme de toutes les puissances dissipées par effet Joule dans les 4 câbles électriques ou les 4 parties du graphe qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, c'est la puissance dissipée numéro 1, plus numéro 2, plus 3, plus 4. Donc, les intensités I3 et I4 étant constantes, donc ici, on a vu précédemment que ces deux intensités sont constantes, elles sont fixées, et on a vu les valeurs qui sont 27 ampères et 147 ampères. Donc on peut les négliger dans la puissance totale, qui va être exprimée seulement à l'aide des variables I1 et I2, puisque ces deux variables peuvent changer au cours du temps. Donc l'étude des variations graphiques ou algébriques de la puissance dissipée par effet Joule, donc ici on voit bien que cette puissance existe dans l'axe des ordonnées, permet de déterminer les valeurs des intensités I1 et I2 qui minimisent les pertes. Donc on voit bien ici qu'il y a deux courbes qui représentent des portions de paraboles. Donc ces deux courbes ont bien sûr des minimums. Pour essayer de minimiser les pertes par effet Joule, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une intensité minimale. Donc ici, je peux dire que cette valeur représente le minimum de la courbe rouge et cette autre valeur représente le minimum de la courbe bleue. Donc je peux dire, en faisant bien sûr la projection sur l'axe des abscisses, je peux dire que cette valeur représente 45 ampères et l'autre valeur minimale représente 130 ampères. Bien sûr, avec une valeur de puissance dissipée par effet Joule total qui n'est autre que ici 115 000 watts si je fais bien sûr la projection vers l'axe des ordonnées. Je commence par la première question. À partir de la contrainte sur les intensités arrivant aux cibles, comme les maisons ou les usines, vérifiez, donc à partir du document 3C, vérifiez que pour l'arc 4, c'est-à-dire le segment qui va lier le nœud intermédiaire et la cible numéro 2, qui sera parcouru par le courant I4, donc on doit vérifier que la valeur de la puissance dissipée par effet Joule dans cette partie de ce réseau
vaut 2160 watts. Et en déduire que I4 est environ égal à 147 ampères, comme on le voit dans le schéma qui est en bas. Cette valeur est déjà donnée dans l'énoncé. Donc I4 est égal à 147 ampères, on doit la vérifier aussi. Donc pour cela, à partir de ce qui a été donné dans l'énoncé, on a bien sûr que la puissance dissipée par effet Joule d'une façon générale et représente 6% de la puissance utile. Donc, c'est-à-dire, on peut maintenant directement faire l'application numérique. Donc, la puissance dissipée par effet Joule dans l'arc 4 ou la partie du réseau de distribution numéro 4 est égale à 6 sur 100 fois la puissance utile numéro 4 qui est donnée dans l'énoncé. Donc, c'est 6 sur 100 fois 36 000 ici watts, puisqu'on a une valeur de puissance utile de 36 kW. Donc on doit multiplier par 1000. Donc ça va nous donner une valeur de 2160 watts. Donc ça c'est la première partie de la question. On a vérifié à partir de ce pourcentage de perte de 6% que la valeur de la puissance dissipée par effet Joule est égale à 2160 watts. Par la suite, on déduire que I4 est environ égal à 147. Donc il faudra par la suite utiliser la deuxième formule qu'on a vue ensemble auparavant. Donc la puissance dissipée par effet Joule est égale donc, à la résistance fois l'intensité au carré. Donc ça c'est la relation qui lie donc la puissance par effet Joule avec l'intensité, et on a vu que la courbe de cette formule est une partie de parabole. Donc ici il faut écrire la formule en fonction de I4. Donc I4 au carré est égal à la puissance dissipée par effet Joule 4 sur la résistance. Donc ça va nous donner que bien sûr que I4 n'est autre que la racine de la puissance dissipée par effet Joule sur la résistance. Et si on fait l'application numérique, on va avoir que I4 est égal à la racine de 2160, la valeur qu'on a déjà calculée, sur 0,1 ohm qui est déjà donné aussi dans le graphique. Donc ça va donner une valeur qui est à peu près égale à 147 ampères. Je continue maintenant avec la deuxième question. À partir de la contrainte sur le nœud intermédiaire, donc on le voit ici dans le document 3B, montrer que I1 plus I2 est égal à 174 ampères et justifier alors que I2 peut prendre une valeur en ampères comprise dans l'intervalle 94 jusqu'à 174. Donc je vais commencer par la première partie de la question. Donc on doit bien sûr appliquer tout ce qui est donc loi des nœuds. Donc bien sûr dans le nœud intermédiaire entre les deux parties du réseau de distribution. Donc à partir du document 3B aussi, on peut écrire la formule donc I1 plus I2, donc ça c'est le courant entrant, est égal à la somme du courant sortant, donc I3 plus I4. Donc ça c'est la formule à écrire. Et puisqu'on a déjà les valeurs qui sont données dans le document, I3 ce n'est autre que 27 ampères et I4 est égal à 147 ampères. Donc je peux dire que cette somme est égale à 174 ampères. C'est-à-dire que je peux établir la relation entre I1 plus I2 égale à 174 ampères.
Donc ça, c'est une idée sur la somme des courants entrants vers le nœud intermédiaire qui représente ici le répartiteur d'énergie électrique. La deuxième partie de la question, il faut dire que I2 peut être comprise dans un intervalle entre 94 et 174. Donc pour cela, on peut bien sûr voir dans les documents précédents que I1, donc on a vu que I1 est inférieur ou égal à 80 ampères. C'est-à-dire que je peux mettre I1 dans un intervalle. Donc I1 va appartenir à un intervalle entre 0 ampères et 80 ampères. C'est-à-dire il peut prendre des valeurs entre 0 et 80 qui représentent la valeur maximale. Donc pour cela, je peux écrire maintenant à partir de la formule précédente que I2 n'est autre que 174 moins I1. Donc 174 moins I1. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc je peux faire 174 moins la valeur minimale de I1. Donc ça va donner 174. Donc je peux faire deux choix en utilisant les deux extrémités de l'intervalle. Donc 174 moins 0, la valeur minimale, ça donne 174. Et 174 moins la valeur maximale, c'est-à-dire moins 80. Et ça va donner 94. Donc, I2 peut appartenir à un intervalle compris entre 94 et 174 ampères. Je passe maintenant à la troisième question, écrire l'expression de la fonction objective, comme on l'a vu dans le document. Donc la fonction objective qui lie bien sûr la puissance dissipée par effet Joule total de tout le système de distribution. Donc il la veut ici en fonction de I1, I2, I3 et I4. Donc on sait bien que la puissance dissipée par effet Joule dans un réseau, ça représente la somme des puissances dissipées par effet Joule de chaque arc ou de chaque segment ici qui appartient à ce réseau de distribution, c'est-à-dire en passant par les 4 câbles, les 2 câbles d'entrée qui proviennent des sources et les 2 câbles de sortie qui vont vers les cibles. Donc je peux dire directement que la puissance dissipée par effet Joule totale est égale à la puissance dissipée par effet Joule, bien sûr, de l'arc numéro 1 ou du segment numéro 1, plus la puissance dissipée par effet Joule 2, plus la puissance dissipée par effet Joule 3, plus la puissance dissipée par effet Joule 4. Donc, il veut ici la formule en fonction des intensités et pas des puissances. Donc, on connaît bien que, d'une façon générale, la puissance dissipée par effet Joule n'est autre que la résistance fois l'intensité au carré. Donc, on va remplacer toutes les puissances par les formules correspondantes, bien sûr avec les indices correspondants à chaque arc ou partie de ce réseau de distribution. Donc pour cela, je peux écrire ça de cette manière. Donc la puissance dissipée par effet Joule total est égale à R1 I1 au carré plus R2 I2 au carré plus R3 I3 au carré plus R4 I4 au carré. Et je peux remplacer bien sûr chaque valeur de résistance puisque toutes les résistances sont connues ici dans l'exercice. Donc la puissance dissipée par effet Joule total n'est autre que 14 fois I1 au carré plus 5 fois I2 au carré plus 0,5 fois I3 au carré plus 0,1 fois I4 au carré. Je passe maintenant à la quatrième question, en déduire. Donc on a ici deux expressions de la puissance dissipée par effet Joule en fonction, que ce soit dans la première en fonction de I1 et pour la deuxième en fonction de I2. Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas de
I3 ni de I4, puisqu'on a dit dès le début de l'activité que ces deux résistances sont fixes. Ils vont garder la même valeur, donc de 27 ampères et de 147 ampères. Donc on peut utiliser les applications numériques pour éliminer ces grandeurs dans la formule de la puissance dissipée totale. Donc déjà dans ce qui précède, on a déterminé par la loi des nœuds que I1 plus I2 est égal à I3 plus I4 qui est égal à 174 ampères. Donc je peux par exemple mettre I2 à gauche. Donc ça va donner I3 plus I4 moins I1. Et je connais aussi que I3 plus I4 à partir de la première relation est égal à 174 ampères. Donc je peux écrire que I2 n'est autre que donc 174 moins I1. Donc je vais avoir besoin de cette relation pour la remplacer donc dans la formule précédente de l'exercice de la question précédente, la question 3, pour écrire bien sûr la formule donc qui va devenir bien sûr la puissance dissipée par effet Joule total est égale à 14 fois I1 au carré plus 5 donc fois 174 moins I1. Donc ça c'est normalement 5 fois I2, donc je vais la remplacer par 174 moins I1. Donc il ne faut pas oublier le carré. Plus, donc tout ce qui reste, c'est-à-dire 0,5 I3 au carré plus 0,1 I4 au carré qu'on a déterminé à partir de la question précédente. Donc toute cette expression, on peut la remplacer par sa valeur qui va être environ 2520 donc watts. Donc on aura cette formule à la fin. De la même manière, si on va isoler, c'est-à-dire si on va utiliser la même formule que tout à l'heure, je peux écrire que I1 n'est autre que I3 plus I4 moins I2. Donc qui va nous donner 174 moins I2. Donc je peux remplacer I1 par sa valeur dans l'expression de la puissance dissipée par effet Joule total. Donc ça va nous donner 14. Donc au lieu d'écrire I1 maintenant, je vais la remplacer par 174 moins I2 le tout au carré plus 5 fois I2 au carré. Donc ça c'est à partir de l'expression de l'exercice de la question 3 plus la valeur de tout ce qui reste, c'est-à-dire les valeurs fixes de I3 et I4. Donc ça va donner une valeur de 2520 watts. Je termine maintenant avec la cinquième et dernière question. Par lecture graphique à partir du document 2, on le voit ici, déterminer la valeur minimale de la puissance dissipée par effet Joule total, ainsi que les valeurs des intensités I1 et I2 correspondantes. Parce que normalement, la valeur de la puissance donc minimale va nous donner une valeur aussi minimale pour les intensités afin de minimiser au maximum les pertes par effet Joule. Donc, et vérifier que ces trois contraintes sont bien respectées. Donc ici, à partir des documents bien sûr et de la courbe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que la valeur minimale de la puissance qui correspond aux deux minimums des deux courbes rouge et bleue, ça correspond à une puissance, donc ici, totale dissipée par effet Joule, qui est égale à 115 000 watts, comme l'indique bien sûr l'unité dans la courbe. Les deux points, donc les deux minimums des deux courbes nous donnent que I1, qui est la courbe rouge,
environ 45 ampères et I2 environ 130 ampères. Donc à partir des autres documents 3A, B et C, on peut facilement déterminer ou vérifier les contraintes. On voit bien que ici que I1 est égal à 45, qui est inférieur bien sûr à 80 ampères. Donc ça c'est la condition donnée dans l'exercice, c'est la valeur maximale. Donc ici on la dépasse pas. Ainsi pour la deuxième contrainte ici que I2 est égal à 130 ampères, qui est inférieur à 310 ampères, qui représente ici la valeur maximale donnée à partir des documents de l'exercice. On peut vérifier aussi que si je fais la somme de I1 plus I2, donc ça va me donner 45 plus 130, qui n'est autre que 175, qui est bien sûr à peu près égal à 174 de tout à l'heure, c'est-à-dire ici une autre contrainte qui a été aussi vérifiée à partir de ces deux valeurs. Donc ici, on cherche les deux intensités minimales ou c'est-à-dire la combinaison entre deux valeurs minimales pour respecter bien sûr la loi des nœuds et pour essayer de minimiser au maximum les pertes par effet Joule. Et voilà.